Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Nous rencontrons cette semaine Marjolaine Tchirnish. Inou de la Côte-Nord, Marjolaine Tchirnish est directrice générale de l'Institut Tchèque-Apêche de Ouachat. Depuis plus de 40 ans, l'Institut Tchèque-Apêche se consacre à la préservation et à la promotion de l'Innu Aytun, la culture Innu, et de l'Innu Aymun, la langue Innu, mais aussi à la conservation du patrimoine culturel des Innu. Il joue aussi un rôle essentiel en éducation, notamment pour ce qui concerne la réussite éducative et le développement identitaire de la jeunesse Innu. Profondément attachée à ses racines, Marjolaine Tchirnish conserve des souvenirs chaleureux et précis de son enfance auprès de sa mère et de sa grand-mère qui lui ont transmis l'amour de sa culture et de sa langue. Dans cette entrevue, elle évoque son parcours scolaire, universitaire et professionnel qui l'a amenée à vivre à Montréal pendant quelques années, jusqu'à ce qu'elle ressente l'impérieux besoin de rentrer s'établir chez elle, à Ouachat. Au microphone de Catherine Egault, Marjolaine Tchirnish évoque son amour de sa culture Innu et nous décrit certaines des interventions mises en œuvre par l'équipe de l'Institut Tchèque-Apêche pour favoriser sa préservation et son essor. Je me souviens parfaitement de ma grand-mère. On habitait dans une maison où la culture était vraiment présente, la culture Innu. Dans la maison, la seule langue qu'on parlait, c'était l'Innu. Comme dans toutes les autres maisons, on était plusieurs dans une maison. Nous, on était quand même corrects, je pourrais dire, pour le nombre de personnes. Il y avait mes 3 sœurs, il y avait ma mère, ma grand-mère, 2 de mes tantes et un oncle. Ma grand-mère nous amenait souvent sur le territoire, plusieurs fois par année. Elle a perdu son mari quand même assez tôt et elle a pris les grands moyens. Elle partait à la chasse avec ses fils. C'était une femme qui avait un grand respect pour la nature, la faune. Le caribou, par exemple. Elle utilisait toutes les parties du caribou pour son artisanat, puis également pour nous vêtir et la viande pour garnir notre congélateur. Elle nous faisait des mocassins, elle nous faisait des mitaines. Elle parlait pas beaucoup, mais on voyait qu'elle travaillait fort là, pour que toute sa famille soit bien, puis qu'il manque de rien. Je pourrais te dire que c'était vraiment une figure pour moi d'une femme qui vivait vraiment de sa culture. Elle parlait pas français. Puis nous, on parlait Innu. Donc, on pouvait communiquer avec ma grand-mère. Lorsqu'on a commencé à aller à la maternelle, au début, on nous avait envoyés à l'école québécoise à Sept-Îles, dans une école québécoise publique. La première journée, je m'en souviens, on parlait aucun mot en français, moi et ma jumelle. Mais on l'a appris très vite. La transmission, c'est pas fait, là. Parce qu'auparavant, c'était une transmission de génération en génération. Mais là, il y a eu une coupure avec l'arrivée des pensionnats. Mes tantes, mes oncles sont allés au pensionnat. Votre mère aussi? Oui. Donc, c'est là qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de transmission là, des savoirs traditionnels. Ils les ont appris un peu. Mes tantes, les plus jeunes, certains n'ont pas pu l'apprendre ou la maîtriser parce qu'ils étaient au pensionnat. Puis aussi, les pensionnaires, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue au pensionnat. C'était interdit. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui nous rappelait souvent de l'importance de parler l'Innu à la maison. Par la suite, on a eu une maison avec ma mère et mes sœurs. On a été à l'école québécoise jusqu'à la 3e année, je te dirais.
À partir de la 4e année, notre mère nous a inscrites sur ma communauté, l'école Innu, l'école Chité. Je te dirais que c'était la meilleure décision qu'elle a prise pour nous. Ah ouais. Oui. Pourquoi? Parce que je vivais du racisme de la part de certains élèves à l'école à Sept-Îles, mais tu sais, c'était tellement comme quotidien que lorsque je suis allée à l'école à Maliotenam, c'est là que j'ai ressenti toute la méchanceté que je vivais pendant mon parcours à l'école québécoise. Dans l'école des Innu, c'est là que je pourrais te dire que j'ai commencé à développer ma confiance en moi. Parce que j'étais avec les miens. Et j'avais plus ces petites attaques-là dans la cour d'école ou à l'école. À partir de là, j'ai pu développer mon estime personnelle et aussi ma confiance en moi. C'était vraiment 4, 5, 6 les meilleures périodes de mon parcours du primaire. Puis également, je pouvais parler ma langue dans la cour d'école. Je pouvais communiquer avec eux à Niniwémoun. C'était un environnement culturellement sécurisant, je te dirais. C'était comme un levier pour la suite de mon parcours scolaire et académique. Et l'enseignement se faisait en Niniwémoun aussi? Non, l'enseignement se faisait en français, mais on avait des cours d'Innuwémoun dans notre programme. Je le parlais, l'Innuwémoun, mais ça m'a permis de le lire, puis de commencer peut-être à l'écrire aussi. C'est vraiment une bonne décision que ma mère m'a envoyée dans une école Innu. Puis également, mes amis, c'est là qui étaient dans cette école-là. Mes cousines aussi. Mon autre sœur aussi. Par la suite, je suis allée au secondaire à Sept-Îles dans une école privée. Après, j'ai déménagé à Wendake pour suivre un cours en multimédia. Par la suite, je suis tombée enceinte à l'âge de 20 ans. J'ai eu mon bébé à 21 ans. Je me suis occupée de lui. Tu sais, quand tu vois mon parcours, là, c'est le parcours de plusieurs filles de ma génération. On suit le cursus scolaire. Par la suite, on a des enfants. Par la suite, j'ai eu ma maison. J'ai occupé un emploi, conseil de banque. J'ai acquis beaucoup de compétences au niveau du travail. Puis c'est à travers mon emploi que je suis retournée à l'université. J'ai fait un premier certificat en gestion des ressources humaines. J'ai fait un autre certificat en sciences politiques, un certificat en comptabilité. Ça m'a amené à avoir mon baccalauréat en sciences de gestion. Je suis déménagée ici aussi entre-temps à Montréal avec mon fils pour que lui puisse poursuivre un parcours secondaire musique-études. Et j'occupais toujours aussi également un emploi ici, mais dans une organisation qui travaillait pour les Premières Nations. Après 7 ans, j'ai senti le besoin de retourner chez moi, puis de retourner auprès de ma famille, d'être plus près de ma culture. Depuis ce temps-là, j'occupe le poste de directrice générale à l'Institut Chagabèche. Et lorsque je suis retournée chez moi, j'ai senti que j'en avais perdu beaucoup sur mon Niniwémoun. Il y avait plusieurs mots que j'étais plus capable de prononcer. J'étais plus capable de dire une phrase ou une conversation juste à Niniwémoun. 7 ans et demi à l'extérieur, ça a beaucoup joué sur la qualité de mon parler. Ça devait être un choc, ça. Oui, vraiment. Je comprenais plus ce qui s'était passé, puis je me suis dit, mon Dieu, je me suis même pas rendu compte que j'étais en train de perdre mon Niniwémoun. Entre-temps aussi, j'avais commencé ma maîtrise à temps plein aussi pour mon MBA. Et je travaillais aussi très fort pour récupérer la qualité que j'avais avant pour mon Niniwémoun. Maintenant, je suis capable de faire un discours juste en Niniwémoun devant le public. La langue, l'identité, ça se travaille à l'intérieur d'une famille. C'est la mère qui transmet
l'inuimun, l'identité aussi, la culture à travers ses enfants. Comment se porte l'inuimun en ce moment, à Ouachat, Macmaniotena? Je te dirais que les petits-enfants d'âge préscolaire, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas l'inuimun. Ils ne parlent pas. Leurs parents leur parlent en français? Oui. On a encore le temps de renverser la tendance. Il n'y a pas seulement que les parents qui ont une influence. Il y a toute l'arrivée de l'Internet, des jeux en ligne. L'enfant, il entend beaucoup de la langue française, puis beaucoup plus anglaise. Puis je les comprends aussi. Tu sais, lorsqu'ils voyagent à l'extérieur, ils ont besoin d'avoir une facilité de communication, puis c'est l'anglais. Avant, oui, les communautés isolées, ils pouvaient comme assurer une préservation de l'inuimun. Mais maintenant, on me dit que les petits-enfants, ils parlent en anglais ou ils parlent en français. Puis ça, c'est tous les médias sociaux, l'Internet, YouTube et les jeux en ligne. Être dans une région isolée, ça garantit pas ça garantit plus comme avant la préservation de l'inuimun. Marjolaine Czernisz, vous êtes directrice générale de l'Institut Tchakapesh depuis 7 ans maintenant? 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'Institut? L'Institut Tchakapesh fête son 40e anniversaire. Au début, c'était le CAM en 78. Le CAM, c'est le Conseil Atikamekw-Montagnier. C'est des chefs Inuits Atikamekw qui ont voulu créer une institut pour préserver la culture et la langue, puis également d'offrir du soutien au niveau éducatif et aussi dans la recherche. Ils ont créé l'IECAM, l'Institut culturel éducatif Atikamekw-Montagnier. Lorsque le CAM a fermé ses portes en 89, les Atikamekw ont décidé de se retirer puis d'avoir eux aussi leur propre institut. L'IECAM a changé de nom pour l'ICEM, Institut culturel éducatif Montagnier. Je crois que c'est en 2010 que le nom a changé pour Tchakapesh, Institut Tchakapesh. On continue les mêmes mandats, notre mission également, les mêmes missions. C'est de continuer à travailler pour préserver, puis aussi faire rayonner et conserver la culture et la langue Innu. On offre aussi un soutien de 2e niveau aux écoles de banque pour soutenir la réussite éducative et identitaire. Et également, on offre un soutien informatique aux écoles. Aussi, on soutient les artistes et les artisans. Qu'est-ce que la réussite identitaire? Il y a eu un déclin de la fierté identitaire, je te dirais, avec l'arrivée des pensionnaires. Pour pouvoir nous convertir au christianisme, il disait que nos pratiques sacrées, que c'était de la sorcellerie. On nous interdisait de parler l'inuimun. Il disait que l'utilisation du français à la maison allait aider les enfants à performer à l'école. Donc, c'était vraiment pour nous faire comprendre que être Innu ou être membre des Premières Nations, c'était pas... C'était devenu honteux. Oui, finalement. tout à fait. Ça a pu nourrir une honte. Une honte et probablement une volonté de se conformer là, à la société majoritaire. Et ça se voit encore chez les enfants d'aujourd'hui? Parce que vous dites que l'Institut Tchakapesh travaille à ça. Plus maintenant, je te dirais. On ressent beaucoup de fierté identitaire à travers les Premières Nations. Et comment est-ce que Tchakapesh s'acquitte de ses missions? Est-ce que c'est par des programmes, des interventions dans les écoles, vous disiez tout à l'heure que Internet, c'est un gros problème pour le maintien de l'inuimun. Est-ce que vous développez des applications ou des jeux en ligne? Oui, mais on peut pas être aussi rapide que Ubisoft ou tu sais les entreprises qui sont c'est pas la même force de frappe là. Non, on n'est pas beaucoup. Ouais. On a de moins en moins de femmes expertes ou un homme expert à innuimun. Il y en a de moins en moins Ah oui, hein? qui ont l'expertise.
Ce que je trouve beau, c'est que eux et elles sont tellement engagés là, que on les voit pas travailler, mais ils en font beaucoup pour la nation Innu. Ils développent leur corpus. Mhm. D'ailleurs, il y a un livre de conjugaison qui va sortir bientôt. Je l'ai vu, le livre de conjugaison, puis c'est un travail bien fait. Mhm. Je te dirais que la nation Innu est la nation qui a le corpus le plus développé à travers le Canada. En livre de transmission de la langue? Oui. Ou en livre de toutes sortes? Ouais. Ouais, on a un dictionnaire avec plus de 30 000 mots. Mhm. On l'a également en ligne. On a des ressources linguistiques en ligne. On a un grammaire. Et là, on va voir le livre de conjugaison. Mhm. Et on a des lexiques. On a des collections de livres pour la jeunesse, pour le préscolaire aussi, écrits en Innu. Et ça, c'est à travers le regroupement des enseignants Innu du préscolaire et du primaire et secondaire qui se réunissent, puis c'est eux qui développent du matériel. L'Institut Chagapesh travaille en collectivité avec d'autres ressources qui travaillent sur communauté. Mhm. Donc, c'est un travail collectif. Confluent avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Est-ce que l'Institut de Chakapèche s'adresse à toutes les communautés Innu, de Marche-Taillage jusqu'au Labrador? On offre des services de soutien au niveau des écoles, aux écoles membres de l'Institut Chagapesh. On mobilise les ressources des communautés membres également, mais également lorsque c'est des enjeux nationaux comme la langue Innu, on travaille avec les Innu du Québec et du Labrador. Lorsqu'on veut discuter des savoirs traditionnels, on réunit les aînés des communautés Innu du Québec et du Labrador et même la nation Naskapi. Mhm. Lorsqu'on qui est question du patrimoine culturel matériel et immatériel également, c'est tous les Innu qui sont interpellés. Là. Peu importe qu'ils soient membres ou non membres. Il y a certains services, oui, qui sont très concentrés pour les écoles membres, comme les soutiens informatiques. Mais il y a d'autres enjeux beaucoup plus nationaux où on réunit l'ensemble des communautés. L'Institut de Chakapèche est aussi un éditeur. On a une maison d'édition. En fait, actuellement, on édite le corpus, puis également nos collections de livres. Mhm. Actuellement, il y a une demande qui s'en vient, puis on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut répondre à cette demande-là. Il y a beaucoup d'aînés qui sont en train d'écrire leur récit, le récit de vie à Innu. Mhm. Il faut avoir des ressources pour réviser les textes, je veux dire, réviser le livre, le manuscrit. Les mettre en forme, des Oui, fois faire un tout à travail fait. d'édition, vraiment. Ouais, tout à fait. Mhm. Ça, on est en train d'évaluer les coûts et aussi les possibilités. Reste que c'est beau de savoir qu'il y a des aînés qui sont en train d'écrire le récit. Là. Mhm. Ça, c'est un bel outil de transmission. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est exactement la même langue qu'on parle dans toutes les communautés Innu, ou est-ce qu'il y a des variantes? Ah oui, le dialecte est différent. OK. Mais tous les Innu peuvent se comprendre Oui, entre tous eux. les Innu peuvent se comprendre. Par contre, ça se peut que un jeune adulte de Pessamit ne comprenne pas l'aîné de Pacois. Ça se peut. Il peut le comprendre à un moment donné à force de l'écouter. Et pour l'écriture, la langue est standardisée. Et standardisé. Alors, comment est-ce qu'on arrive à concilier tous ces dialectes-là? Ça, c'était un travail qui s'était échelonné sur 20 ans. Hmm. C'est des expertes, des femmes en langue Innu qui se réunissaient pour travailler avec une linguiste sur la standardisation écrite de l'Innu. Est-ce qu'il y a une espèce de négociation entre les différentes variantes, c'est ça? Hein? Puis est-ce que la standardisation de la langue écrite maintenant influe sur la langue orale? Non. Maintenant, ce qu'ils ont fait, là que le corpus est développé, maintenant, ils peuvent ajouter des variantes dans le dictionnaire pour que tout le monde puisse se retrouver. Vous avez dit que l'Institut Chakapèche s'occupait d'éducation, de langue, préservation de la langue et de recherche. Donc vous faites des recherches sur quel sujet? Sur l'Innu, Inuitun? Ben, en fait, lorsqu'on parle de recherche, ça peut être très vaste. Hein. Actuellement, on nous avait demandé de rapatrier patrimoine matériel.
Mais on n'a pas les installations pour pouvoir le rapatrier. On n'a pas de centre d'archives. À défaut, ce qu'on a fait, c'est que on a appelé 50 institutions, des centres d'archives, à travers 5 pays, pour qu'ils puissent nous envoyer la liste d'objets appartenant à la nation Innu, pour avoir au moins un inventaire. Des 50 centres d'archives contactés, 30 nous ont répondu. Ils nous ont envoyé la liste d'objets appartenant à la nation Innu, qui date aussi loin de 1850 à... Ah oui. Ouais. Donc, on sait où ils sont. Où ils sont. C'est des documents, des objets du quotidien? Ça peut être des manteaux des jeunes chasseurs. Ça peut être des raquettes, des tewegen, des objets utilisés pour des jeux, pour les enfants. Ça peut être des mocassins, des vêtements, des ustensiles fabriqués auparavant. Ça peut être des sacs. C'est vaste. Ouais, c'est ce qu'on... Tu sais, on a la liste, puis on sait où ils sont. Il y a certains musées qui sont prêts à nous remettre certains de leurs objets. Et vous pouvez pas les accueillir? On peut pas, on n'a pas de... Pas la place? Non. Vous êtes combien dans l'équipe de Tchakapesh? Actuellement, on est 44, mais il y a 4 postes qui sont en cours d'être comblés. 48, on est 80% Innu. Ça fait beaucoup sur les épaules de l'Institut pour une équipe qui est pas petite, mais quand même, c'est que 48 personnes. C'est vrai. La charge de travail est de plus en plus énorme. Et aussi la disponibilité de la main-d'œuvre. Tu sais, nos bureaux sont à Ouachat, mais il y a un manque de logement dans la ville de Sept-Îles. Oui, ça facilite pas les Puis choses. Aussi, on sait que ce sont pas les premiers, les propriétaires, c'est pas les premiers à qui vont louer des... Il y a encore du racisme. C'est ce que je veux C'est dire. plus compliqué pour les Inuits. Oui, de déménager puis d'avoir un bon logement, là. Qui leur permettrait d'être bien, là. Puis aussi, également, il y a des Inuits, des communautés qui veulent demeurer dans leur milieu parce qu'ils sont bien. Ils veulent pas nécessairement déménager. Quels sont vos objectifs pour Tchakapesh et pour la nation Innu? Ce que je souhaite, c'est que la nation Innu puisse continuer à renforcer les organisations qui existent, puis également qu'ils soient fiers de leur réalisation, qu'ils participent aussi au développement. Et que la langue se maintienne. La langue se maintienne. C'est une vraie crainte quand même. Oui. Puis qu'on soit solidaires les uns des autres, puis qu'on se partage notre expertise, nos compétences. On voit la nation Innu, il y a beaucoup de modèles, hein? On voit leur avancée, mais que ça continue. Et qu'on maintienne le lien au territoire aussi? Le lien au territoire, c'est très important. Notre langue, notre Innu provient du territoire. Hein? Également qu'on ne perde pas la langue utilisée sur le territoire. C'est ce qu'on est en train de travailler actuellement. Oui, on développe l'Innu dans un mode de vie sédentaire, mais les aînés nous ont demandé d'aller inventorier l'Innu utilisés sur le territoire. Il y a une équipe de recherche qu'ils font actuellement à l'Institut Tchakapesh. Ils s'en vont sur le territoire des familles avec des aînés. Ils retrouvent les pratiques aussi qui les pratiques correspondaient également. On les à cette enregistre. langue. On les met dans un environnement où ils peuvent retrouver l'Innu utilisés sur le territoire. Là. Ah ouais. Donc, il y a mon équipe qui les suit, qui les accompagne. Fait qu'ils font le tour des communautés. Ça aussi, c'est une demande des aînés. C'est également une demande des enseignants de la langue Innu qui nous l'ont demandé de faire ce travail de recherche-là. Fait que c'est ce qu'on fait. Marjolaine Czernisz, Czernisz Kometen.
Cześć Kometin à Marjolaine Czernisz, un grand merci d'avoir partagé avec nous son attachement à ses racines ainsi que sa détermination à protéger la culture et la langue innu. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. N'hésitez pas à consulter notre site web pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.